Mon nom est Gérald Godette. Vous savez que nous sommes en plein salon du livre de Trois-Rivières et que dans ce cadre-ci, nous avons quelques célébrations à souligner, à faire. Et aujourd'hui, avec Bernard Posier, je veux souligner les 50 ans des Écrits des Forges, une revue fondée donc par Gatien Lapointe, entre autres, et nous allons en parler tantôt, mais c'est pas, c'est relativement facile de fonder une revue, mais de fonder une maison d'édition, mais de durer, c'est pas simple. Et quand on a 50 ans, comme les Écrits des Forges, évidemment, c'est digne de célébration et c'est important de le souligner. Alors, Bernard Posier, d'abord, bonjour. Bonjour Gérald et bonjour à tous et à toutes. Oui. Alors Bernard, on se connaît, on va se tutoyer, on ne serait pas trop formel. On est un peu chacun chez soi et bon. Alors je veux dire bon que il y a en bas de l'écran pour ceux qui nous suivent en direct, il y a un bon de participation. Vous pouvez remplir ce bon-là et vous allez pouvoir courir la chance de gagner quelques livres et ce serait important de le faire si vous le voulez. Puis c'est important aussi de le rappeler, on me le demande, que, bon, c'est les Écrits des Forges, on parle des Écrits des Forges, mais Bernard Posier vient de faire paraître un catalogue, une anthologie qui s'appelle 50 ans de poésie, 1971 à 2021. Alors évidemment, on peut trouver ça aux Écrits des Forges et vous pouvez aussi faire cette commande-là directement chez l'éditeur. Alors Bernard, je le disais en entrée de matière, bon, tu es poète, tu es éditeur, bon, tu as presque appris ton métier avec Gatien Lapointe, mais je le disais, c'est facile de fonder quelque chose, mais c'est de faire durer cette chose-là. Alors, qu'est-ce qui fait que les Écrits des Forges ont pu durer comme ça? Tout d'abord, à l'origine, bien sûr, il y a l'œuvre de Gatien Lapointe, donc, et la flamme qu'il a su insuffler. Alors, quand il est venu enseigner à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il avait demandé au recteur fondateur Gilles Boulet de pouvoir donner des ateliers d'écriture et s'il pouvait donner aussi un appui pour fonder justement une maison d'édition à l'origine pour publier les meilleurs travaux des étudiants dans les ateliers d'écriture. Donc, les toutes premières années, c'était uniquement des étudiants et ça s'est ouvert peu à peu. Donc, je pense que c'est un peu cette espèce d'idée de contamination de la poésie qui fait que ça a duré. Moi, par exemple, j'y suis arrivé comme étudiant de Gatien Lapointe et à l'époque, ça avait un double but, la maison d'édition des Écrits des Forges. C'était à la fois de permettre à des tout jeunes auteurs de publier, mais aussi il nous montrait exactement comment notre livre était fabriqué. Moi, c'est une des choses qui m'a intéressé particulièrement. Donc, j'ai aussi travaillé sur les livres de mes camarades, qui étaient à l'époque Louis Jacob, Yves Boisvert, de Nuit Saint-Yves et des gens comme ça. Donc, j'ai travaillé sur les livres des autres, pas seulement sur le mien, parce que ça m'a intéressé et j'ai toujours continué avec Gatien et après, avec d'autres. Donc, c'est un peu cette idée-là. Ça faisait vraiment le travail en atelier, c'est-à-dire qu'il y avait des ateliers d'écriture, mais c'est un travail d'artisan. L'artisan, c'est l'écrivain aussi qui apprend son métier ou qui travaille de façon comme un apprenti. Mais il y a aussi l'atelier parce qu'il vous amenait chez l'éditeur. Je le sais, j'ai travaillé avec lui aussi. Il nous amenait pas chez l'éditeur, mais chez l'imprimeur. Et il y avait ça là que on savait comment est imprimé un livre, comment ça fonctionnait les presses. Oui, c'est que Gatien était véritablement un maître au sens médiéval du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui enseigne le métier aux autres, donc qui enseignait le métier de double façon. Comment écrire, comment travailler, comment corriger nos textes, comment arriver à un produit fini. Donc ça, c'est un aspect, moi, qui m'a intéressé et c'est comme ça que je suis plus tard devenu le directeur littéraire. Mais aussi, comment les livres sont fabriqués, comment on fait ça. Donc à l'époque, c'était dans l'atelier du bien public, donc de Clément Marchand. Et on était encore à la linotype au plomb, hein, ce sont des petites lignes de plomb sur lesquelles le texte apparaît de façon inversée, et c'est ligne par ligne, donc c'est très complexe parce que s'il y a une erreur, par exemple, il faut retaper la ligne au complet, il peut y avoir une autre erreur, on peut même l'insérer au mauvais endroit, donc il y a toutes sortes
Et après, ça a évolué, bien sûr, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, tout se fait par informatique. Mais disons que c'est tout un métier technique que j'ai appris, moi, principalement avec Gatien. Et après, j'ai appris d'autres choses avec Gaston Miron, avec Roland Giguère, et aussi plus tard avec Jean-Yves Rezeau en France. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que j'ai été formé. On était formé sur le tas, en fait, pour faire de l'édition à ce moment-là. Maintenant, il y a des cours d'édition, ce qui est très bien. Écoute, on parle des origines, on va y revenir tantôt parce qu'on va parler de Gatien Lapointe et on va parler aussi de la manière qu'il y avait de penser la poésie. Alors, il y a quelque chose d'intéressant qui se passait au début dans cette forge-là qu'il imaginait, parce que pour lui, un atelier, c'était une forge. Alors, c'est pas pour rien qu'il appelait ça les écrits des forges. Ça faisait penser aussi aux vieilles forges, bien entendu, mais aussi, il y avait cette idée de la poésie, de l'atelier, de l'esprit poétique comme l'esprit de forge et d'atelier. Bon, il y revient tantôt, mais on est aujourd'hui, on est en 2021, et là, il y a 50 ans qui se sont passés. Comment tu vois, toi, ton métier de directeur littéraire, puisque tu es là depuis longtemps? Aux Écrits des Forges et à Trois-Rivières, on dirait que ceux qui sont quelque part, ils restent longtemps. En tout cas, c'est Gaston Bellemare, qui a déjà été d'ailleurs aux Écrits des Forges, mais qui est au Festival de la Poésie. Et toi, maintenant, tu es aux Écrits des Forges, tu es là depuis très longtemps. Alors, toi, tu dures aussi. Alors, Qu'est-ce que c'est être directeur littéraire aujourd'hui? Comment tu vois ce métier-là? Qu'est-ce que c'est? Comment tu vois le travail en poésie avec les auteurs, forcément, qui sont plus connus, qui ont déjà publié ailleurs même? Comment tu vois Ben, ton... peut-être d'abord la durabilité, c'est peut-être la ténacité qui est peut-être trifluvienne, je ne sais pas. Alors peut-être qu'on a une résistance particulière. Déjà, il y a une résistance dans le fait d'être québécois, mais peut-être qu'à Trois-Rivières c'est plus marqué, ça je ne sais pas. Le métier de directeur littéraire, bon, alors la responsabilité première, c'est qu'on a justement à superviser la sélection de ce qui sera publié. Et donc, en sous-entendu aussi, le choix de tout ce qui ne sera pas publié. Donc, il faut travailler avec d'autres. Donc, moi, je travaille avec un comité de lecture et assez curieusement, souvent, c'est des nombres impairs. Nous, actuellement, on a 2 comités de lecture, mais le comité principal est formé de 4 personnes. Donc, j'utilise 3 lecteurs. C'est qu'à un moment donné, on était 3 et ça faisait longtemps qu'on était les 3 mêmes. Et on a dit, bon, il faut quelqu'un de plus jeune qui s'initie, comment on travaille, comment on travaillait. Donc, on a demandé à quelqu'un de plus jeune d'être secrétaire du comité de lecture. Mais très vite, on lui a passé les manuscrits aussi, et bon, c'est devenu que maintenant, on est 4 personnes à décider. Donc, qu'est-ce qu'il faut décider? Il faut décider quand on a un manuscrit dans les mains, est-ce que ça va devenir un livre, et est-ce que ça va être un livre aux Écrits des Forges? Donc, il y a une idée reçue peut-être qui dit, si on aime ça, on le prend, si on n'aime pas ça, on le prend pas, mais c'est pas très scientifique et pas très technique, et c'est pas très pratique comme travail. Hein? Moi, je dis parfois que ça peut arriver que j'ai publié un livre que je n'aime pas vraiment. C'est-à-dire que moi, il me rejoint pas, il me plaît pas. Mais s'il est une réussite dans son genre et qu'il a sa place, je vais quand même être favorable. Bon, ce qu'on fait, on se donne des critères très précis. La première chose, on veut évidemment un manuscrit qui soit correct. Hein, il y a des gens qui envoient des manuscrits pleins de fautes, mal écrits, bon, etc. Évidemment, on peut pas lire ça. On demande que ça soit cohérent. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Hein. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont écrit beaucoup de poèmes, ils ont une pile de poèmes, ça va faire un livre de poésie. Non, il faut qu'un livre ait une certaine orchestration, une certaine organisation. Il peut avoir des mouvements, il peut avoir des similitudes, mais s'il y a un texte qui ne va pas bien avec les autres, c'est comme une espèce de fausse note. Hein? Il faut une construction, donc que ça soit cohérent dans ce qui est dit et dans la façon de dire. Parce que s'il y a un texte qui est écrit complètement différemment des autres, peut-être qu'il ne marche pas avec les autres. On essaie que ce soit original, alors qu'on nous dise, si possible, des choses qu'on ne sait pas, et qu'on nous donne une écriture qu'on n'a pas vue autant que possible. On voudrait aussi que ça ait un certain effet, c'est-à-dire que ça produise quelque chose quand on le lit. Est-ce que ça nous donne une caresse? Est-ce que ça nous donne un coup de poing? Est-ce que ça nous fait réagir? Est-ce que... Bon, alors, parce qu'on pourrait imaginer quelque chose de très, très original, mais qui n'a aucun impact. Par exemple, si j'écris dans une langue inventée, ça va être drôle pendant 2 pages, mais pendant 100 pages, personne ne va le lire, hein, parce que ça n'a aucun effet autre que l'étrangeté. Ensuite, on a des discussions parfois sur jusqu'à quel point c'est de la poésie. Donc, jusqu'à quel point ça rentre dans notre catalogue, puisque nous, on se consacre exclusivement à la poésie. Sur certains recueils, on se demande aussi quelle est la place de ce texte dans la démarche de l'auteur.
Est-ce que ça va avec ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il avance d'un pas ou s'il recule? Hein, ça fait partie de nos critères aussi. Si on trouve que le manuscrit qu'on nous envoie est moins bon que les 3 derniers livres, ben peut-être qu'on va dire, peut-être faudrait retravailler, peut-être faudrait repenser à des choses. Donc, quelle est sa place aussi? Comme je disais tout à l'heure, ça se peut que je l'aime pas trop, mais est-ce qu'il y a une place dans l'ensemble de la poésie? Si je sais que, par exemple, tel genre de poésie qui, moi, me rejoint pas, personnellement, mais qu'il y a un public qui aime ce genre de poésie. Hein, et que dans la poésie, il y a un certain nombre de poètes qui pratiquent ce genre de poésie. Donc, ça a sa place, si c'est bien réussi. La question qui me vient, parce que, évidemment, c'est un peu moins vrai maintenant, mais on disait à un moment donné, publier au Noroît, c'est avoir un certain style, il y avait une espèce d'état d'esprit. Aux Herbes Rouges, c'était autre chose. Bon, à l'Hexagone aussi, à une certaine époque, quand on publiait plus de la poésie. Alors, aujourd'hui, les Écrits des Forges avaient, on pourrait dire, une signature, peut-être au début, quand c'était des étudiants, quand il y avait Gatien Lapointe, mais ça s'est beaucoup diversifié, évidemment. Aujourd'hui, quelle serait cette signature-là? Toi qui es poète, mais qui est aussi lecteur, qui est lecteur de la poésie, qui est lecteur de la poésie qui vous est présentée, quelle serait la signature aujourd'hui? Quel serait l'état d'esprit en poésie que tu remarquerais? Quelle serait la vision du monde ou les visions du monde ou ça serait quoi cette signature-là aujourd'hui en 2021? 1900. Voyons donc, je recule, je change de millénaire. On est d'un autre siècle, même d'un autre millénaire. Bon, alors, moi, je dirais qu'une des choses curieusement, qui fait la signature, c'est de ne pas avoir vraiment signature dans le sens d'une catégorie de poésie. Hein. Les Écrits des Forges ont toujours eu, à partir du moment où ils ont commencé une ouverture, une certaine forme d'éclectisme. Hein, je veux dire par là qu'il y a des gens qui publient aux Forges à 18 ans leur premier recueil et il y en a qui publient à 88 ans leur 100e recueil, ou je ne sais trop, ou leur 30e ou leur 10e. Hein, et il y a aussi diverses sortes de poésie. Mais si on essaie de faire une synthèse dans tout ça, on peut dire qu'il y a des préférences. Par exemple, aux Écrits des Forges, on pourrait dire qu'il y a une préférence pour le vers plutôt que pour le poème en prose, les petits blocs de prose. C'est sûr qu'il y a des contre-exemples et qu'il y a un certain nombre de livres. Mais si on faisait une étude statistique, on a plus de livres qui sont sous forme vers que sous forme prose, par exemple. On privilégie aussi une écriture assez accessible, hein, qui est plus proche de la parole que, mettons, d'une pensée abstraite, des choses comme ça. Donc, il y a des choses aussi, il y a des formes qui nous intéressent fort peu. Par exemple, le haïku, ça nous intéresse pas beaucoup. Hein, on publie pas vraiment ça, c'est pas quelque chose qu'on recherche. En général, ça nous convient moins. Donc, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être différentes. Mais je pense que c'est avant tout l'ouverture. Hein. Et je pense que Là, tu parles au niveau formel, mais moi, j'ai envie de te poser la question au niveau du contenu, parce que les poètes disent quelque chose. Tu es un lecteur de poésie, je l'ai dit. Bon, on lit tous les deux, on lit depuis longtemps, on voit des mouvements de conscience, des mouvements d'écriture, des mouvements. Alors, toi, par ton expérience aux Écrits des Forges, mais aussi comme lecteur de poésie, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit, par exemple, dans ce que tu as vu aux Écrits des Forges? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que tu as l'impression? Où est rendue la poésie en 2021 aux Écrits des Forges? Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois qu'un peu partout, c'est un peu le même mouvement, mais que c'est de plus en plus difficile, disons, à partir des années 80, c'est très difficile de systématiser des mouvements comme on le faisait auparavant. Par exemple, à l'époque où on a dit qu'il y a une littérature d'un certain intimisme dans les années 30, qu'ensuite il y a, par exemple, du surréalisme, qu'ensuite, plus tard, il y aura du nationalisme, qu'il y aura du féminisme, la contre-culture, du formalisme. Et après ça, disons, après les années 70, c'est très difficile parce que c'est beaucoup éclaté. Hein, et on parle d'un nouvel intimisme, on parle d'un nouveau romantisme, de toutes sortes de choses de ce genre-là. Mais je pense qu'actuellement, il y a vraiment deux axes principaux. Hein. Il y a l'axe qu'on pourrait dire hyper personnel, où les gens sont vraiment près de l'autobiographie poétique, je dirais, hein, qui parlent directement de petites expériences qu'ils vivent personnellement. Et à l'opposé, il y a une espèce d'idée mondialiste, si on veut, hein, qui est la relation au monde, par exemple, sur un plan écologique, sur un plan pacifique, sur un plan, je sais pas moi, de différents sujets qui sont
plus internationaux, qui sont plus mondiaux. Donc, je dirais que ce serait un peu les deux pôles qu'il y a actuellement. Hein. Ou bien on est vraiment à l'intérieur de la personne, ou on est vraiment dans la planète. Oui. Écoute, tu viens de faire paraître, bon, ce livre-là, 50 ans de poésie, 1971-2021. Tu le présentes comme une anthologie. Ailleurs, tu le présentes comme un catalogue. Il y a cette idée-là, dans le fond, dans ce livre-là, parce que, un peu comme on aime bien le faire, tu dis le nombre. Tu sais, à un moment donné, qu'il y a tant d'écrivains mexicains, tant d'écrivains québécois, 101 écrivains québécois, 101 poètes québécois, qu'il y a, bon, 45 poètes de divers horizons, 40 poètes mexicains. Alors, il y a, évidemment, on publie ce qui est au Québec, on publie ce qui est en Acadie, on publie ce qui est au Mexique. D'ailleurs, il y a quelque chose de mexicain en arrière de toi, là, maintenant. Euh, alors, il y a cette idée-là vous avez fait des traductions. Alors, mais ma première question, quand même, elle est, pourquoi appeler ça c'est un catalogue, dans le fond. C'est une anthologie, mais c'est aussi un catalogue. Pourquoi ces chiffres-là? Pourquoi, bon, quel était l'intérêt de mettre ça de l'avant, disons, ces chiffres-là et, bon, ces catégories-là? Bon, alors c'était pour souligner donc le 50e anniversaire de la maison. J'ai essayé de suivre un peu l'histoire de la maison. Et l'histoire de la maison, c'est une histoire d'ouverture sans cesse plus grande. Hein. On a dit que ça a commencé dans la classe de Gatien-Lapointe avec les étudiants. Et petit à petit, ces étudiants-là n'étaient plus des étudiants. Hein, et ils commençaient à entrer dans le milieu littéraire, donc à rencontrer d'autres auteurs. Et c'est comme ça que, par exemple, Claude Beausoleil, Jean-Paul Daoust, Yolande Villemin, Lucien Francoeur, Denis Vanier, José Yvon et plein d'autres sont venus nous rejoindre d'une certaine façon. Donc, on est devenu un éditeur québécois à ce moment-là. Et tout naturellement, hein, l'ouverture, c'est toujours faite d'une manière naturelle. Moi, je trouve ça très important. C'est-à-dire que, mettons, avec Claude Beausoleil, on a commencé à aller au marché de la poésie de Paris. Donc, à connaître des poètes français et à vouloir faire des échanges avec eux. On a commencé à faire des coéditions avec des éditeurs français, à publier des auteurs, des poètes français. Plus tard, encore avec Claude Beausoleil, on a commencé à aller au Mexique et là aussi, donc, à publier des auteurs mexicains. Donc, les trois grands axes, autrement dit, du catalogue des Écrits des Forges sont la poésie québécoise. On essaie d'avoir un très bon catalogue de poésie québécoise. La poésie française, on a quand même des bons échantillons d'auteurs français. La poésie mexicaine aussi, qui est assez abondante. Hein. On a à peu près 200 titres qui sont publiés en édition bilingue français-espagnol, donc à peu près une centaine de Québécois qui ont été traduits, à peu près une centaine de Mexicains qui ont été traduits aussi. Donc ça, c'est les grands axes. Les trois premiers, c'est Québec, France et Mexique. C'est les trois grands axes de notre histoire, de notre évolution. Et à travers ça, on a eu d'autres rencontres, par exemple avec les Belges, avec les Acadiens, des fois avec des Italiens, avec des Slovènes, avec des Roumains, ainsi de suite. Donc, c'est l'autre section. Donc, je voulais représenter un peu notre catalogue, parce que moi, je le vois très bien, notre catalogue, mais la plupart des gens ne sont pas capables de percevoir l'ensemble de tout ce qui a été fait sur 50 ans, et c'est tout à fait normal. Hein? Et donc, l'idée de ça, c'était de dire, bon, je vais montrer une espèce de carte de visite de la maison d'édition, pour que quelqu'un qui lit cette anthologie se dise « Ah oui, il y a tel auteur. Ah, je me souviens pas de tel auteur. Ah, je me rappelle de tel auteur. » ou ainsi de suite. « Ah, ils ont publié cet auteur-là. » Bon, un peu des réactions comme ça que je m'attendais à susciter. Donc, que les gens voient la richesse de ce qui a été fait. Mais je ferai un petit reproche. Je dis pourquoi il n'y a pas d'index des noms avec les pages où se retrouvent les poèmes. Ça, parce que les poèmes sont un peu mis au hasard et pas par ordre alphabétique ou pas par. Alors il y a un mélange en tout cas, comme si c'était. Évidemment, c'est la surprise d'une anthologie. C'est une surprise aussi quand on lit un tel livre parce qu'il y a les livres, les poèmes, on les trouve un peu partout et on les trouve au hasard, si on veut. Alors, ça aurait été intéressant s'il y avait une petite... mais bon, écoute, mais tu as nommé Claude Beausoleil, mais je pense qu'il y a eu autour de vous autres des personnages marquants comme ça, tu sais, qui ont été particulièrement significatifs. Claude Beausoleil, mais je dirais évidemment aussi Émile Martel, parce que tu parlais de tradition, je pense que c'était un autre de traduction. Je dis tradition, oui, tradition et tradition de traduction.
Puis il y a aussi Louise Blouin, bien entendu, Louise Blouin qui a été aux Écrits des Forges comme lectrice, comme co-directrice à un moment donné, extrêmement importante. Alors puis je le sais parce que moi je l'ai connue, j'ai travaillé aussi avec elle, j'ai travaillé histoire avec elle, mais je l'ai vu, toi tu as travaillé d'encore plus près. Alors Louise a apporté quand même beaucoup à la maison d'édition. De quelle manière, à ton avis? De quelle manière elle te complétait? Ben, Louise a apporté quelque chose qui était évidemment un travail très méticuleux, un travail d'attention. Hein. Ça débutait encore à cette époque-là, c'était vraiment centralisé autour de Gatien. Donc d'abord, je crois que la première fonction qu'on avait avec Gatien, c'était l'écoute. Hein, l'écoute de sa vibrance, l'écoute de ses projets. Et moi, d'ailleurs, c'est une des choses qu'il m'a demandé. Hein, il me montrait des poèmes, par exemple, et il me disait dis-moi ce qui va pas dans mon poème. Alors, c'est un peu gênant, c'est un peu embêtant. Et il fallait que je trouve, par exemple, dire tel mot, es-tu sûr? Ou des choses comme ça. Donc, il m'a donné un rôle comme ça, et c'est comme ça que, en partie, j'ai appris à travailler les textes. Et Louise, elle aussi, était très bonne dans l'écoute, dans le questionnement aussi sur ces textes-là, par exemple. Et ensuite, aussi, elle a travaillé beaucoup dans la correction des épreuves. Hein? Et donc, ça, c'est un travail très spécifique, très méticuleux, dans lequel il faut poser beaucoup de questions, s'en poser d'abord beaucoup pour faire beaucoup de vérifications, et parfois en poser aux auteurs aussi, dire, es-tu bien sûr de tel mot? Es-tu bien sûr que ça va comme ça? Es-tu bien sûr que c'est ça? Bon, ainsi de suite. Et toujours avec une discrétion exemplaire. Hein, parce qu'il faut pas brusquer, il faut pas choquer. Mais elle avait une humanité absolument exemplaire. Elle était accueillante, on se sentait pas jugé, on se sentait accueilli par elle. C'était d'une beauté. Et tu viens de parler de Gatien Lapointe qui vous demandait, mais je me rappelle très bien que lui aussi le faisait. J'ai beaucoup appris aussi de lui parce que à un moment donné, il me montre un recueil de Claude Beausoleil justement. Il dit, regardez, ici c'est un poème parfait, mais il y a cette ligne-là qui est de trop. Ça vient de gâcher tout. J'ai toujours retenu ça moi-même quand j'écris. Je me pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas une ligne de trop? Est-ce qu'il n'y a pas un mot de trop? Et je pense qu'à côtoyer des personnages comme ça, un personnage aussi fort que Gatien Lapointe, qui a du métier, mais qui en même temps veut passer des choses, ben c'est extrêmement précieux. On parlait de Claude Beausoleil aussi. Lui aussi, Claude, c'était mon souvenir, c'est que c'était pendant un certain temps. Il y a à un moment donné, il a changé un peu. Mais pendant un certain temps, c'était le meilleur défenseur de la poésie québécoise. C'était quelqu'un d'absolument enthousiaste, qui avait des connexions, on pourrait dire, un peu partout. Alors, il a été extrêmement... Il était un appui, il était un collaborateur précieux, il est un influenceur, ni plus ni moins. Oui, absolument. Claude était une figure dominante parce que, bon, moi, j'ai eu la chance que c'était un proche et un ami, mais c'était justement quelqu'un qui était probablement, après Gaston Miron, et d'ailleurs, il lui a succédé à l'Académie Mallarmé, il était un des ambassadeurs principaux de la littérature québécoise et de la poésie québécoise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parlait pas seulement de son œuvre et de son nombril quand il était à l'extérieur, mais qui nommait plein de poètes, qui montrait plein de choses, et il faisait des relations aussi avec la peinture, avec la chanson, avec différentes choses. Donc, c'était vraiment un Québécois qui parlait du Québec et de la culture québécoise ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il était apprécié. Et comme il le faisait avec un certain débordement, avec un certain humour aussi, hein, parce que c'est un personnage qui était très amusant aussi. Donc, les gens, en général, l'appréciaient beaucoup à l'étranger, autant en France qu'au Mexique, par exemple. Et, et c'est lui, donc, qui nous a, entre autres, introduit le Mexique. Hein. Moi, au début, le Mexique, je connaissais pas trop. Et Claude y allait en touriste, mais il était pas capable d'être seulement touriste, hein, parce qu'il était habité trop par la poésie. Donc, il s'est dit, il faut que j'aille au-devant de cette culture-là. Donc, il a commencé à apprendre l'espagnol, a commencé à s'acheter des livres de poésie, à lire des livres de poésie, à rencontrer des poètes. Et tout à coup, il vient me voir et il dit, je vais faire une anthologie de la poésie mexicaine. J'ai dit, bon, la poésie mexicaine, moi j'en connais 3-4, c'est tout. Alors, j'ai dit, c'est intéressant vu que je connais pas ça. Donc, ça a été très important, cette anthologie mexicaine, parce que non seulement c'était une poésie qu'on connaissait pas trop, mais je crois que c'est une des premières fois où le Québec osait se prononcer directement sur une culture autre que, par exemple, la culture canadienne ou états-unienne ou française. Hein? Et ce livre-là,
toutes les traductions sont des traductions faites par des Québécois. Et oui. La conception de l'anthologie est une conception de Claude, donc une conception québécoise. Par exemple, les Mexicains, au début, ont été très surpris qu'il avait fait une grande section de poésie féminine. Parce que, évidemment, au Mexique, et même en France, souvent, eux, ils vont faire une anthologie, mettons, il va y avoir 100 poètes, puis s'il y a 5 femmes, ça les dérange pas. Alors, nous, ici, on n'est pas capables. Nous, c'est une préoccupation depuis longtemps. Je vais arriver à l'Estuaire, c'était l'équilibre. Et d'ailleurs, Gatien Lapointe, quand les Écrits des Forges ont commencé à changer, curieusement, c'était au moment où Gatien Lapointe est mort. Un peu avant, il y avait des gens qui étaient entrés à la maison d'édition. Il y avait Jocelyne Fex, la première femme. Il y a eu Alphonse Piché. Il y a eu, ensuite, il y avait Claude Beausoleil. Je sais pas il devait y avoir quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais là, c'est que, pardon? J'avais Jean-Paul Daoust qui était arrivé. Jean-Paul Daoust, peut-être, OK. Alors, Jean-Paul Daoust, c'était une figure. Jean Berland, Langevin. La même année? Oui, il y en avait quelques-uns parce que d'après les maquettes. Année, OK. Alors, on sentait que Gatien, parce que je l'ai connu un peu à cette période-là. Moi, j'ai connu plutôt les Écrits des Forges dans les 10 premières années. Un peu, j'ai assisté au spectacle, évidemment, qui fêtait les 10 ans, ces 10 années. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert Jean-Paul Daoust, que j'ai découvert bien d'autres poètes. Et à ce moment-là, mais j'ai vu que là, il y avait une volonté. Il fallait sortir de la salle de classe. Il fallait sortir des étudiants. Il fallait sortir à la rigueur de l'université, que l'université, s'ouvre à autre chose. C'était un moment important parce que, bon, là, je me permets de dire ces choses-là parce que, en principe, c'est une conversation aussi. Là, je fais plus poser des questions, mais bon, mon naturel est là, puis c'est là, d'accord. D'ailleurs, c'est toi qui sais un peu ce qu'il y en est de la maison d'édition. Mais je dirais, c'était curieusement un moment triste que la mort de Gatien Lapointe, la mort que évidemment on n'attendait pas, parce que c'est une figure extrêmement charismatique. Les étudiants l'aimaient beaucoup. Il avait une voix extraordinaire. Il était envoûtant. Il avait un panache. Il cultivait d'ailleurs son personnage parce qu'il y avait une mythocratie aussi là, qu'il cultivait. Mais d'un autre côté, c'était un personnage. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand il y avait des lancements, c'était toujours lui qui parlait et jamais les poètes qu'il publiait. C'était comme si c'était le maître, c'était la personne autorisée, les autres étaient encore des élèves. Quand il est mort, c'est une tristesse, bien entendu, mais là, tout à coup, vous êtes mis à parler. Et là, à prendre votre envol, ni plus ni moins. Et ça, c'est assez frappant. C'est comme ça que toi, Louis Jacob et Boisvert, surtout, qui a été le plus tonitruant de la gang, là, c'est comme ça que vous êtes mis à parler et à parler davantage. Alors, je pense que ça vous a permis, à un moment donné, vous êtes sorti de l'école, vous autres aussi. Vous êtes sorti vous n'étiez plus des élèves, vous étiez, je pense que c'est un moment important. Oui, c'est certain que Gatien était la figure dominante des Écrits des Forges, mais aussi il était un lien important, parce que il nous disait, par exemple, je sais pas moi, Gaston Miron, ça vous intéresse? Bon, je l'invite, il vient la semaine prochaine, il va vous rencontrer. Ou des fois, je me souviens, il disait, par exemple, Paul-Marie Lapointe, vous aimez ça? Bon, embarquez dans la voiture, on va aller chez lui. Bon, des choses comme ça, Et moi, ça m'a permis, ça, quelque chose de très particulier. Moi, dans mon histoire personnelle, très jeune, j'ai connu les poètes beaucoup plus âgés que moi, jusqu'aux plus jeunes. Et par d'autres moyens, il m'est arrivé la même chose en France et au Mexique. Donc, de connaître les poètes très, très âgés. Et de sorte que dans chacun des pays en question, ces 3 pays principaux, et des fois, il y a des jeunes qui viennent me voir et ils me disent « Ah, t'as connu tel poète, parle-moi-en, etc. » Que ce soit Sabinès, par exemple, ou Pacheco, ou Ali Chumacero au Mexique, que ce soit Georges-Emmanuel Clancier, ou Guilvic, ou Franck Venaille en France. Ici, presque tout le monde à partir d'Alfred Desrochers jusqu'à maintenant, tu vois. Alors ça, c'était un lien très précieux. Et donc, aussi pendant longtemps, c'était vraiment identifié aux étudiants de Gatien Lapointe. Et toujours la critique présentait genre les étudiants de Gatien Lapointe ont publié cette année telle chose parce que c'était tous des inconnus. Ouais. Et au moment où Gatien est mort, c'est sûr que nous, on commençait à prendre aussi un peu plus de maturité et aussi avoir justement des contacts avec d'autres poètes
que ce soit les Beau-Soleil, Villemer, Daou, Francoeur, comme aussi les Rina Lanier, les Langevin, les José Yvon, les Denis Meunier et compagnie. Bon, donc on avait rencontré déjà des poètes, on s'intégrait déjà. Donc ça a permis aussi à ce que on prenne un peu plus la parole, comme tu as dit. Oui. Alors ça c'est drôlement intéressant. Puis si on parlait des livres qui justement nous ont marqués. Je sais que comme éditeur, tu sais, c'est un peu difficile pour toi de parler, de faire des choix, mais je t'avais dit en préparant un peu cette rencontre-là que ce serait intéressant à un moment donné de dire, bon, sur tous ces livres-là publiés, sur tous ces auteurs, s'il y a des livres qui nous ont particulièrement marqués et qu'on voudrait souligner. Évidemment, j'ai pas ton regard à toi. Disons que t'en donnes un premier, puis moi j'en donne un après, puis on fera un balancement comme ça on a encore à peu près 15 minutes. Alors, d'accord. Suite à ta question, moi j'ai pris quand même un petit peu de notes et j'ai noté 5 titres. C'est sûr que c'est très difficile parce que quand je suis arrivé, moi, à la maison d'édition, il y avait une vingtaine de livres. Et maintenant, il y en a plus de 1500. Donc, j'en ai vu passer quelques-uns. Bon, je dirais qu'une première chose, je vais avoir l'air un peu narcissique parce que ça revient partiellement à moi, c'est lorsqu'on a publié le manifeste Jet, usage, résidu. Oui. Parce que ça a été un premier grand tournant dans la maison d'édition, hein, parce que juste avant ça, c'était vraiment les élèves de Gatien ont publié cette année, et c'était une poésie relativement retenue, je dirais, hein, qui était un peu aussi sujette à ce qu'ils avaient étudié, de l'Hexagone, des poètes du pays, des choses comme ça. Pas tout le monde, là, mais il y en avait beaucoup que c'était un peu dans la veine de ce qui se faisait déjà. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des expériences. Par exemple, moi, j'écrivais des choses avec Louis Jacob. Louis Jacob écrivait des choses avec Yves Boisvert. Yves Boisvert écrivait des choses avec moi. Et Gatien nous a justement mis au défi. Il a dit, vous êtes les trois, vous vous connaissez, vous travaillez ensemble. Écrivez-moi quelque chose, les trois, ensemble. Et c'est comme ça que le manifeste Jet, usage, résidu est né. Donc, on a fait, nous, des textes de préparation, une quarantaine de pages chacun. Puis, on s'est enfermé une fin de semaine. Puis, on a dit, voici, chacun a son texte de 40 pages. Les autres vont souligner ce qui les intéresse dedans. Et on va utiliser seulement ce qui a intéressé les autres. Et là, on a commencé à faire un montage. Et c'est comme ça qu'on a trouvé cette mécanique de jet, usage, résidu, qui est une mécanique qui est dans tout dans la nature et dans la transformation de l'usinage ou n'importe quoi. Donc, prendre une matière première, la transformer et en obtenir un autre objet qui, lui, peut être recyclé et ainsi de suite. Donc, c'est un peu la machine. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'on avait bien mis que c'était le chapitre 5, parce que nous, on avait conçu une vaste machine en 7 chapitres, dont le chapitre 1 et le chapitre 7 étaient vides, parce qu'on ne voulait pas d'origine ni d'arrivée, et les autres étaient constitués donc d'autres livres qu'on a fait, comme Code d'oubli, Simulacre dictatorial, Tête de lecture, ces choses-là, donc qui venaient se greffer à ce manifeste-là. Mais c'est un défi que Gatien nous avait lancé, et donc ça a été quelque chose de complètement hétéroclite par rapport à ce qui avait été publié au Forges jusque-là. Et d'ailleurs, Gatien, à ce moment-là, a dit... Le comité de lecture a complètement refusé cette chose-là. Et Gatien a dit non, vous n'avez pas raison. Et il a changé le comité de lecture et il a accepté le manifeste. Et c'est comme ça que ça a démarré, donc dans une autre direction. C'est un moment de rupture, effectivement, parce que, comme tu le disais, moi, ce que j'avais observé de la première mouture, c'est qu'on était beaucoup dans les restes, on pourrait dire, d'une poésie du pays, d'une poésie du territoire, ou là, nationaliste aussi, comme on l'a fait dans les années 60 et au début des années 70. Là, vous autres, vous marquez une coupure et une transformation radicale. Alors, moi, je dis mon premier choix, qui va dans de ce sens-là, parce que je veux parler d'Yves Boisvert, parce que Yves Boisvert, pour moi, c'est un auteur capital qui est né évidemment avec Gatien Lapointe. Il a étudié avec Gatien Lapointe, mais Yves Boisvert, il a vite fait sa place et il est important en littérature québécoise. Et il faut dire, moi, ce qui je l'ai toujours vu de loin parce qu'on était très différents, parce que il était un peu partout mais dans le fond, je l'ai toujours trouvé attachant. Et le livre que j'ai retenu, moi, c'est Les amateurs de sentiments. Il y a beaucoup écrit. C'est quelqu'un qui, évidemment, portait avec lui et en lui une grande révolte contre les injustices, contre les inégalités sociales. Mais d'un autre côté, c'était quelqu'un aussi qui a lancé à la face du monde « Aimez-moi ».
et c'est quelqu'un qui examinait la pauvreté, la condition qu'il a appelée la condition Shawin, et d'un autre côté, bien là, dans le fond, c'est parce qu'il y avait aussi de l'affection et qui est c'est un grand amoureux. Alors finalement, mais ce qui est déterminant, c'est quand même, c'est quand il y a quelques années, Yann Giroux avec Guillaume Corbeil a fait ce film-là, À tous ceux qui ne me lisent pas. Il me semble que c'était assez frappant, assez marquant. C'est un film qui m'a bouleversé parce qu'on montrait une facette de la poésie, peut-être une facette mystifiée, parce que c'est le poète maudit, mais d'un autre côté, on disait de quelle manière on pouvait, en parlant d'un poète, dans le fond, entrer dans son univers, mais comment aussi on pouvait réparer, ni plus ni moins, la solitude radicale qui était la sienne, parce qu'il y avait là-dedans une espèce de don d'amour qui était bien représenté. Alors, les amateurs de sentiments, je pense que Yves Boisvert, ben, c'en était un, mais avec son air bourru, des fois, on ne le prenait pas comme ça, et je trouve que c'est un géant. Moi, je l'ai appelé à un moment donné que c'est un géant des forges. Alors, dans la première mouture, dans mon esprit, ça reste un géant, et ça l'est encore. Alors, Ouais, c'est sûr que je suis d'accord avec ça parce que Yves, c'est certainement une des grandes voix qui sont nées dans les forges. Hein, parce oui, qu'il y a des gens qui sont venus se joindre à nous, mais lui, il est vraiment de la première mouture de ceux qui ont été nés qui sont nés comme poètes à l'intérieur de la maison. Et c'est quelqu'un qui a toujours été reconnu comme quelqu'un qui a de la gueule. Hein, mais de la gueule, ça voulait dire aussi avoir un style totalement personnel, totalement singulier. il a commencé, c'est un grand romantique, c'est-à-dire, il a écrit quand même Vitraux d'éclipse. Il a écrit des poèmes qui auraient été peut-être relativement conventionnels par rapport à ce qu'il a fait après, mais d'un autre côté, il y avait ce souci du sacré, ce sens de l'absolu, c'est un grand romantique dans le fond, un grand tendre, même s'il n'y en avait pas l'air tout le temps. Bon, un autre choix pour toi. Alors, comme deuxième choix, ben, je reviendrai à Gatien, parce que quand Gatien a décidé qu'il publiait Barbare Inouï aux Écrits des Forges, c'est un tout petit livre, mais c'était ça qui ouvrait la collection Radar. Hein. À l'époque, il y avait deux petites collections, la collection Les Rouges-Gorges, qui était pour la poésie, la collection Les Rivières, qui était pour des petits textes en prose. Il y avait beaucoup moins de livres dans cette collection, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Mais tout à coup, il a dit, bon, moi, je vais faire un livre aux Forges. Hein? Et ça, c'était tout à fait nouveau parce que ça avait été fondé pour ses étudiants, pas pour lui-même et pas pour les poètes de sa génération, par exemple. Et c'est ça qui a ouvert la collection Radar. Et c'est comme ça qu'après, par exemple, sont arrivés Denis Vanier, José Yvon, Alphonse Pichet, Rina Lanier. Hein? On s'est permis de publier même des auteurs assez classiques, finalement, à ce moment-là, grâce à cette ouverture-là. Donc, pour moi, Barbare Inouï, qui était un peu le deuxième volet, donc l'écriture plus phonétique, plus corporelle, plus physique de Gatien par rapport à l'Odo Saint-Laurent, mais c'est l'idée de ouvrir. Hein. C'est ça qui m'a toujours intéressé dans les forges, c'est que ça ouvre toujours. Oui. Ben, écoute, tu parles d'Alphonse Pichet. J'avais retenu ce titre-là parce que il me semble que c'est un fait notable chez les Écrits des Forges, c'est d'avoir publié Dernier Profil. C'est un livre magistral. C'était magistral d'autant plus que c'était quelqu'un d'un peu âgé. Évidemment, Alphonse Pichet était un peu âgé. Ben, il était peut-être rendu à notre âge. Là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quel âge il avait à ce moment-là. On était beaucoup plus jeunes, mais c'était quand même un homme assez âgé qui revenait à la poésie après avoir été assez classique, et qui revenait avec une poésie tout à fait surprenante, qui parlait de la condition du vieillard, parce qu'il parlait de la mort de la mère qu'il avait trouvée comme injuste et qui défigurait. Alors, c'est un poète qui était presque dans l'autofiction déjà. Il était dans un rapport très intime, ce que les gens de sa génération ne faisaient pas trop. Il n'était pas aussi directement intime. Alors lui, il le disait, la souffrance radicale qu'il y avait dans le fait de vieillir, dans le fait d'observer quelqu'un en train de perdre ses moyens. Il parlait de sa mère, et c'est un grand cri d'amour à sa mère qu'il avait lancé là-dedans. Et je pense à une autre figure à Trois-Rivières, Clément Marchand, qui était aussi assez âgé. Lui, il n'a pas réussi ça.
Alphonse Piché, il a réussi à se renouveler et s'est renouvelé à un âge assez avancé et à créer une poésie que, comme personne d'autre n'a faite. Et ça, c'est assez extraordinaire. Je pense que c'est l'un des grands livres que les Forges ont fait et les Forges peuvent être fiers d'avoir publié ça. Oui, ça demeure un grand classique pour moi en tout cas. Et c'est vraiment singulier, hein? Quelqu'un qui affronte la vieillesse, la maladie et la mort de façon très directe, à un âge quand même respectable. Il devait avoir peut-être 70 à ce moment-là ou quelque chose du genre, par rapport à nous qui étions presque tous des jeunes dans la maison d'édition. Alors, c'était vraiment quelque chose de particulier, mais c'était vraiment aussi quelque chose dans la poésie qui avait jamais été dit et qui n'est pas beaucoup répété depuis non plus. Hein, et qui n'a jamais été dit de cette façon-là. Notre choix, je vais aller très rapidement parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, ça a été très important. Par exemple, l'apparition de l'anthologie de Claude Beausoleil, la poésie mexicaine, parce que ça a ouvert tout un secteur, justement, c'est toujours mon obsession d'ouverture, peut-être. Gatien, lui, avait l'obsession de l'origine. Moi, c'est peut-être l'ouverture, je sais pas. Mais en tout cas, ça a ouvert un pan de la littérature qui a permis, justement, de publier beaucoup de poètes mexicains en traduction, en édition bilingue, mais aussi d'envoyer des poètes québécois au Mexique, hein, de les faire traduire pour que les gens puissent les lire et les connaître. Et aussi, très souvent, ça a occasionné des voyages, des invitations, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de cette dynamique de la maison d'édition. Bon, moi je pense aussi à Hélène Monette. J'ai envie de parler d'Hélène Monette, qui est une auteure magnifique parce que elle disait à la fois le difficile du vivant, le difficile d'être femme, d'être mère, de vivre un certain quotidien, de vivre dans une certaine pauvreté aussi, mais avec les éblouissements aussi qui pouvaient arriver dans les petites choses et dans les grandes choses. Alors, j'ai pensé entre autres le diable est aux vaches. Alors, c'est un peu de dire une chose comme ça, de prendre une parole populaire comme le diable est aux vaches. Évidemment, ça fait partie du langage courant. Elle pouvait intégrer justement la vie courante dans sa poésie, mais d'un autre côté, elle donne ça comme titre, et ensuite de ça, c'est comme si à partir de ça, elle pouvait trouver du fulgurant, de l'éblouissant, du merveilleux, du difficile, c'est certain, mais aussi quelque chose qui était des éclats de merveilleux, et je pense que c'est très beau. C'est très beau, et elle est aussi dans une espèce de vision trash des choses, et à ce moment-là, déjà très rapidement, elle annonçait ce qu'on retrouve assez souvent chez les jeunes auteurs depuis quelque temps. Alors, Hélène Monette. Bon, il nous reste peu de temps. Vas-y donc avec un autre choix. Oui, bon, Hélène Monette, je reviens là-dessus parce que ce qui est fascinant dans son cas, c'est que je dirais qu'au moins 4 ou 5 des auteurs des Forges sont devenus véritablement mythiques. Hein? Bon, évidemment, Denis Vanier et José Yvon, c'est toujours des gens qui ressortent, qui reviennent. Et si, par exemple, il y a un groupe de jeunes, il y en a toujours quelques-uns qui vont se réclamer de ça. Hein, c'est pas des auteurs qui disparaissent. Par exemple, je sais pas, je parlais tout à l'heure de Rina Lanier. Ben, c'est rare maintenant qu'on entend parler de Rina Lanier, par exemple, ou de Madeleine Saint-Pierre, ou d'autres. Ce n'est pas au détriment de leur œuvre, qui sont très intéressantes, mais il y a des figures qui émergent comme étant mythiques. Hein, celle de Boisvert, celle d'Hélène Monette, celle de José Yvon, celle de Denis Vanier, d'un autre côté, celle de Gilbert Langevin, par exemple. Ça ressort toujours. Il y a toujours quelqu'un qui, quelque part, admire ça, se réclame de ça, ou écrit à partir de ça. Et ça m'apparaît quelque chose d'intéressant. Sinon, je citerai comme un autre moment très important, qui a été très important pour Gatien, c'est quand il a publié les manuscrits de Nelligan. Hein, pour lui, c'était un grand moment et c'était un grand événement pour les Forges et c'était un immense succès commercial. Hein. À un moment donné, même, je pense, on a arrêté de l'imprimer parce qu'on n'en pouvait plus de l'expliquer dans les salons du livre. Donc, parce que les gens, je connais cette anecdote-là, on peut la rappeler. Il y en a qui arrivaient au stand et ils disaient, est-ce que le poète va signer alors, il demandait, il savait pas qu'il était mort, que c'était c'est des poèmes autographes d'ailleurs qu'on appelait. Alors, c'est ça, c'est un grand moment, c'est précieux d'avoir trouvé ça. Oui, c'est ça, ça a été un moment important aussi de la maison. Donc, il y a eu toutes sortes de tournants, évidemment. Sur 50 ans, on pourrait en parler très longtemps. Mais disons, ce qui est très important, c'est qu'il y a sans cesse des nouvelles voix aussi qui arrivent. Oui.
Ben moi, je me donne un dernier livre que ben, je pense qu'on n'a pas. Puis peut-être une ou deux autres questions après ça. Le livre de Jean-Paul Daou, Les Cendres Bleues, c'est les Forges qui ont publié ce livre-là, qui est un livre magistral qui est ouvert sur une souffrance intime de la part d'un gars. Il y a beaucoup de filles qui actuellement racontent la violence dont elles ont, les incestes, les agressions et tout ça. Mais lui, déjà, comme gars, comme homosexuel aussi, il a raconté ça. Il a raconté comment est né son désir, ce qu'il appelle son curieux désir, son désir qui est toujours insatiable, qui veut toujours aller vers les garçons magiques. Il a raconté ça, il l'a raconté de façon très très directe, mais en même temps très poétique. Il a réussi à en faire une espèce de grande épopée de l'intime, où là, un peu comme on dit en psychanalyse, il a fait son roman familial, il a fait son roman personnel, il l'a écrit, et il l'a écrit en disant à la fois une blessure et en même temps un premier éblouissement. Et c'est assez extraordinaire et ça s'est mérité, le gouverneur général d'ailleurs, et Jean-Paul a beaucoup publié aux Forges, et c'est un auteur évidemment qu'on connaît, mais ça c'est un livre tout à fait déterminant. Oui, c'est sûr que les Cendres Bleues, c'est un grand classique qui a été traduit d'ailleurs dans plusieurs langues et dont on est à la 7e édition différente. Donc, c'est vraiment un grand classique de la littérature québécoise auquel les gens reviennent. Et même quand il a gagné le prix du gouverneur général, c'était quand même assez surprenant, assez inattendu parce que ce genre de sujet, qu'on en dise, voici le livre qu'il faut mettre de l'avant dans les publications en français au Canada, c'est quand même énorme. Hein? Et donc, ça a amené l'adhésion de beaucoup de gens. Et c'est évidemment une grande saga à la fois tragique et à la fois magique de la façon dont Jean-Paul traite le sujet. Bernard, il nous reste une minute. Alors, écoute, s'il y avait quelques mots que tu voudrais qu'on retienne des Forges, ce serait quoi de cette histoire-là? Ben, d'histoire que c'est chaleureux, dynamique, ouvert et éclectique. Oui. J'aurais aimé qu'on parle de Gaston Bellemare parce que ça a été une figure évidemment importante qui a créé des liens avec le Festival international de la poésie, avec les différents pays aussi. Alors, il a été une figure déterminante. Alors, il est lui aussi une trempe du héros combatif. Évidemment, il y a eu cet esprit guerrier-là chez lui et ça a permis, il a été quelqu'un d'important. Alors, de mon point de vue, ben évidemment, c'est la poésie. C'est la poésie qui continue, c'est la poésie qui vit, c'est la poésie qui continue à dire qu'elle est importante. Alors, il y a trois grandes maisons d'édition finalement qui durent encore des origines, parce que il y a eu l'Hexagone, il y a les Forges, il y a le Noroît, évidemment, il y a les Arbres Rouges, il y a d'autres maisons d'édition qui sont arrivées par la suite et qui font un beau travail aussi. Mais comme je le disais au point de départ, c'est facile de bâtir quelque chose, mais c'est difficile de faire durer. Et il y a eu des crises, on aurait pu en parler, j'avais quelques remarques là-dessus, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que je voulais qu'on parle du contenu et de quelques auteurs, et je trouve que c'est plus important de parler de poésie que de mécanique, si on veut. Alors Bernard, alors je rappelle que Bernard Posier, aux Écrits des Forges, parce qu'il en est aussi le directeur, il vient de faire paraître 50 ans de poésie, 1971 à 2021. C'est une anthologie où il présente un poème de chaque poète que les Écrits des Forges ont publié. Alors, on peut évidemment, on me demande de le dire, on peut évidemment auprès de la maison d'édition faire sa commande, auprès des libraires. Et il y a un coupon tout juste en bas du site que vous consultez, que vous pouvez, il y a un formulaire que vous pouvez remplir et à ce moment-là, vous allez pouvoir gagner quelque chose. Alors, je vous rappelle que mon nom c'est Gérald Godette et que si nous étions là cet après-midi, c'est parce que nous voulions, vous avez bien compris, souligner les 50 ans de poésie des Écrits des Forges. Bernard Posier est le directeur littéraire. Il est là depuis longtemps, alors c'était la bonne personne pour en parler. Alors, merci Bernard et à très bientôt. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté et merci à toi, Gérald, pour tes questions chaleureuses. Okay. Merci. À bientôt.